Bien, on va maintenant donner la parole à Martine. Son intervention s'appelle « L'accaparement de la culture par les ultra-riches ». Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'avoir pu travailler avec Fabrice Aubert. Et évidemment, j'adhère complètement à toutes les analyses qu'il a faites, ce qui me permet donc de traiter, je dirais, un exemple particulier des considérations globales qu'il a pu faire sur le capitalisme. Donc je vous propose une dizaine de petites thématiques. Je vais essayer de tenir dans les temps, mais j'aurai mon horloge à côté de moi. Donc d'abord, la question de la marchandisation de l'art. Donc on a repéré que depuis à peu près une quarantaine d'années, et surtout les dernières 25 années, il y a eu un développement considérable du marché de l'art, qui apparaît donc comme une valeur refuge en cas de crise du capitalisme, quand il y a des effondrements d'autres valeurs, et aussi évidemment quand il y a de l'inflation. Avec une transformation de l'évaluation de l'art qui paraît déjà très très subjective en soi, mais en plus, comme le disait un économiste, Xavier Greff, on est passé d'une estimation patrimoniale de l'art, c'est-à-dire la valeur qu'il peut avoir à un instant T, à une estimation spéculative, c'est-à-dire une spéculation sur la montée de la cote que cette œuvre d'art pourrait avoir dans les années à venir. Ce développement du marché de l'art est totalement corrélé au développement du nombre de milliardaires dans le monde. Je m'appuie sur, je ne vais pas vous donner toutes les références, mais ce sont en fait des spécialistes du marché de l'art qui font des conférences que vous pouvez retrouver sur YouTube, en particulier les conférences qui sont faites à l'occasion de la foire internationale d'art à Bâle, Art Basel, où on a donc des spécialistes qui l'évoquent. Donc c'est effectivement l'entrée dans le jeu de milliardaires russes, chinois, taïwanais, hongkongais, singapouriens, du Moyen-Orient, etc., qui ont apporté évidemment un essor considérable. On note à peu près que dans les dernières 25 années, l'essor du marché de l'art est égal à celui des 250 années précédentes. Donc vous voyez cette accélération considérable. Donc une mondialisation de ce marché, mondialisation des acheteurs, des artistes, des galeries et des foires internationales d'art. Alors tout ça entraîne évidemment une prolifération des intermédiaires et des facilitateurs, sachant que maintenant il y a des conseillers dans les banques et que par exemple si on prend une compagnie d'assurance comme AXA a développé une branche spécialisée dans les conseils et l'encadrement pour leurs clients des achats d'art. Les fonds de placement se sont positionnés aussi là-dessus et ça devient donc une sorte de produit financier avec quelque chose qui est calqué sur l'économie globale, c'est-à-dire qu'il y a maintenant ce qu'on appelle deux marchés. Le marché primaire, c'est-à-dire les petites galeries qui soutiennent les artistes, qui prennent les risques, qui essayent de les faire connaître, et puis le marché secondaire qui est détenu par les grandes galeries internationales et par les maisons de vente aux enchères, qui elles ne prennent plus de risques, puisque en fait elles s'accaparent avec des promesses et des rétributions beaucoup plus intéressantes, la production des artistes qui sont déjà devenus des vedettes. Donc c'est toujours le même principe. Donc développement des art advisors, des influenceurs, et évidemment dans un monde qui est comme ça libéralisé, il est évident que ces conseillers sont tous sauf honnêtes, c'est évidemment pas des spécialistes d'histoire de l'art désintéressés, ce sont des gens qui sont employés par les maisons de vente aux enchères et par les grandes galeries. Bon, il faut dire que les intermédiaires entre les artistes et les clients potentiels, ça n'est pas nouveau, c'est des choses, les courtiers en art existaient dès la Renaissance. On a des documents, par exemple, sur des marchands suivant la cour, comme on les appelait, qui allaient de cour en cour et qui proposaient des objets d'art et des objets de luxe aux souverains. Ce qu'on note aussi, c'est une répartition essentiellement mouvante qui suit justement tous ces aléas de l'économie entre les opérations de vente et d'achat entre tous ces différents acteurs. Donc les galeries, alors on pourrait dire l'industrie capitaliste c'est bien, il y a une concurrence, il y a un marché libre et non faussé comme on dit, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que les grandes galeries internationales sont en train d'asphyxier complètement les petites galeries
Les petites galeries ont essayé de se coordonner. Je vous donne un exemple qui était intéressant. Par exemple, la rue du Chevalier Rose, ce fameux chevalier qui s'était dévoué à Marseille pendant la peste de 1720, on avait proposé des loyers supprimés, en fait 3 ans de suppression de loyers pour installer des galeries d'art. Mais tout ça n'a pas marché. En fait, il faut des moyens publicitaires beaucoup plus importants qui, évidemment, n'ont rien à voir avec ce qui était possible dans le cadre de cette opération à Marseille. Donc, les grosses galeries mangent les petites, David Zwirner, Larry Gagosian, Pache, Hauser-et-Wirth, etc. Et tout ça parce que les frais sont de plus en plus importants. Les compagnies d'assurance, dont M. Jacques Attali dit qu'elles seront l'avenir du monde, les frais de transport, les frais de stockage, les prix pour les stands internationaux, tout ça, c'est évidemment quelque chose que les petites galeries ne peuvent pas assurer. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement cet accord qu'il y a maintenant entre les grandes galeries et les foires internationales qui rythment un calendrier événementiel qui fait le buzz, qui est relayé par la presse et par des articles, évidemment, qui sont des articles de mercenaires, hein, des articles écrits pour la publicité. Donc des stands très chers, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à côté de cette médiatisation des événements, il y a aussi parallèlement de plus en plus de secrets. C'est-à-dire, si vous regardez ce qui se passe à Art Basel, eh bien, il y a une journée entière qui est réservée aux VIP, et il y a des salons qui sont en dehors de la grande halle où les transactions se font discrètement pour les acheteurs qui ne veulent pas être repérés. Donc, on se rend compte qu'il y a toujours, évidemment, cette espèce de privilège qui est donné aux gens fortunés. Alors, les grandes foires, évidemment, sont aussi d'accord avec les grandes maisons de vente aux enchères. C'est assez intéressant de savoir que les grandes maisons ont été rachetées, ou en tout cas avec une prise de contrôle par une partie du capital importante par des Français, des milliardaires français. Christie's, racheté par François Pinault en 1998. Sotheby, racheté par Patrick Drahi en 2019. Il faut savoir que Patrick Drahi a emprunté une somme supérieure à l'achat. Il a payé 3 milliards grâce à des prêts qui lui ont été gracieusement fournis et qui étaient des prêts à taux négatifs à l'époque, pour acheter Sotheby. Voilà, donc ça rejoint un peu ce que disait Fabrice, c'est-à-dire qu'il y avait autrefois en France un monopole des commissaires-priseurs dont le statut remontait à l'époque de Henri II, 1551, et qui donc étaient des officiers publics qui devaient donc faire preuve d'une certaine moralité, d'une certaine éthique qui était contrôlée. Et on a supprimé en 2000 cette loi du monopole, ce qui a permis donc à ces grandes maisons d'art de s'implanter. Donc moi je me souviens en tant qu'enseignante d'avoir eu des gens, des étudiants de la fac de droit qui venaient s'informer et s'instruire en histoire de l'art pour passer le concours des commissaires-priseurs. Bien maintenant, évidemment, c'est quelque chose qui est obsolète. Voilà, donc ces maisons de vente aux enchères, évidemment, elles s'entendent entre elles, c'est-à-dire que là encore, c'est une apparence de concurrence qui est médiatisée avec, voilà, est-ce que Sotheby a gagné plus, est-ce que les cotes ont atteint des sommets plus importants chez Sotheby que chez Christie. En réalité, il y a des accords entre elles qui se passent et qui sont dénoncés par certains intellectuels bien informés. Ils ont également des maisons de prêt d'argent, c'est-à-dire que Sotheby prête à ses acheteurs l'argent pour acheter ses œuvres d'art, et si jamais ils font faillite, ils récupèrent l'argent, ils récupèrent aussi leur pourcentage, ils récupèrent le prix des assurances, et évidemment, en cas de faillite complète, ils récupèrent les œuvres d'art elles-mêmes. Voilà, donc il y a de plus en plus d'accords avec aussi les artistes, mais ça je vous en parlerai. S'ajoute à cela les ventes en ligne, donc tout ce qui est sur les plateformes numériques, avec des sites individuels. Au départ, c'était une façon pour les artistes de se faire connaître. Et là encore, c'est comme dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, des plateformes ont pris le relais et ont essayé de convaincre les artistes d'apparaître sur leur plateforme en leur garantissant comme ça une visibilité plus grande.
Fabrice parlait de ce qui était l'État au service du privé. C'est le cas, c'est-à-dire qu'en fait, les conseillers de ces maisons de vente aux enchères sont des gens qui viennent du secteur public. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des conservateurs qui ont été formés à l'école du Louvre, par exemple, et à l'école nationale du patrimoine, avec des salaires plus attractifs et qui quittent ce secteur public pour le secteur privé. Donc c'est un écosystème, un entre-soi, où chacun change de fonction selon les opportunités, avec une porosité totale, avec donc des conflits d'intérêts qui sont inhérents et qui ne sont pas du tout, évidemment, des dérapages, mais quelque chose qui est tout à fait, absolument au cœur même de cette structure. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que cela rencontre maintenant l'attitude d'un certain nombre d'artistes vedettes qui sont des complices de cela, parce que ce sont aussi des spéculateurs. Et ce sont ceux, évidemment, qui occupent le devant de la scène. Si vous pensez, par exemple, à des gens comme Jeff Koons, ancien trader, qui avait épousé la Cicciolina, cette prostituée ancienne députée italienne, qui ensuite, évidemment, est rentrée absolument dans toutes les combines, qui fait l'objet de procès pour plagiat, et qui en fait écoule quantité de variantes à différentes échelles, différentes couleurs de ses œuvres. En fait, il a des nègres, il a vraiment des praticiens qui travaillent pour lui, et lui, il mène en fait une assez belle vie, simplement à faire un peu son provocateur. On pourrait parler aussi de Anish Kapoor, cet Indien qui vit en Angleterre et qui, en fait, s'est arrogé le monopole d'une couleur, un noir absolu, qui avait été développé pour l'armée britannique, pour le camouflage, et il a interdit, il a demandé l'exclusivité de cet emploi du noir. Donc voilà, des choses qui montrent bien qu'il y a quand même un esprit qui n'est pas du tout celui de la création par passion et inspiration, mais heureusement, ça n'est évidemment que une petite minorité qui sont des gens qui font surtout du canular visuel plutôt que de l'art. Donc il y a dans ce monde de l'art de gros profiteurs, de façon très opaque, et puis des employés sous-payés. Les gens qui travaillent dans les galeries, à tenir ces galeries ouvertes, sont en fait des gens à qui on dit « Oh mais c'est merveilleux, vous travaillez dans le monde de l'art, mais pourquoi est-ce que je vous rémunérerais ? Vous avez la chance d'être dans ce monde, d'avoir des contacts avec des gens importants, donc pourquoi vous rémunérer ?» Ce qui explique d'ailleurs voilà, la grille de salaire qui est extrêmement faible dans ce domaine. Alors tout ça va même jusqu'à des trafics d'œuvres d'art, et vous savez qu'il y a justement dans l'actualité des choses qui sont assez effrayantes. Ça a commencé, cette poursuite, cette façon de pourchasser les trafics d'œuvres d'art, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu donc un comité américain qui a essayé de repérer tout ce qui avait été spolié par les nazis. Et donc, ils ont fait un travail important. Il y a donc un centre de recherche des officiers de gendarmerie en France qui fait des rapports et qui a montré que l'art est en fait le troisième trafic international en valeur après la drogue et les armes, mais en fait lié à cela. Et ça a été montré évidemment dans le cas de l'État islamique en Syrie et en Irak, avec le pillage des musées, le pillage des sites archéologiques. Donc à côté de leur mainmise sur le pétrole, ils ont également, et aujourd'hui du Captagon, ils ont aussi fait des profits grâce à cela. Alors les normes ont été érigées par l'UNESCO, par l'ICOM, qui est un conseil international des musées, et évidemment, il y a aussi des bras répressifs, l'Interpol, Europol, et en France, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, qui a été évidemment en vedette tout récemment avec la mise en examen de l'ancien directeur du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, pour complicité d'avoir caché des provenances extrêmement douteuses d'œuvres d'art originaires d'Égypte, avec une famille, la famille Simonian, qui ont des galeries à Hambourg, et notamment donc le prêt d'œuvres d'art qui ont été spoliées de cette façon au Louvre Abu Dhabi. Donc vous voyez que ça n'est pas du tout des choses qui sont recommandables.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a des paradis fiscaux pour l'art, comme il y en a pour les capitaux, et ça avait été mis d'ailleurs en valeur par le film Tenet de Christopher Nolan en 2020 sur ces entrepôts hyper sécurisés qui sont des ports francs de l'art, et d'autres documentaires qui ont été tournés sur le port franc de Genève, qu'on considère comme le plus grand musée occulte au monde, avec plus de 120 000 mètres carrés de coffres-forts, en fait, d'entrepôts appartenant à des grandes galeries et des milliardaires. Donc tout ça, évidemment, est protégé par des barbelés, des gardes, des vidéosurveillances et des petits salons discrets où vous pouvez venir avec votre jet privé pour faire une petite transaction dans ces salons du port-franc de Genève. Je vous citerai d'autres exemples rapidement aussi. Le musée de la Bible à Washington, qui est la fondation du milliardaire Steve Green en 2017, très très favorisé par Trump et par tous ces gens qui veulent rechristianiser les États-Unis de façon absolument flagrante. Et ce musée, donc, en fait, avait 5500 objets qu'ils ont dû restituer à l'Égypte et qui étaient l'objet de vols, notamment aussi un universitaire d'Oxford qui avait subtilisé des papyrus comme ça dans une bibliothèque. Donc c'est absolument terrifiant. Je vous donnerai aussi un dernier cas qui est celui de Michael Steinhardt, donc un milliardaire. Le magazine Forbes le considère comme le plus grand trader de tous les temps. Et en 2018, les autorités de police américaines ont saisi plus de 1000 pièces dans son appartement de New York, qui étaient donc l'objet de trafics illégaux. Et il est interdit de marché d'art à vie. Bon, ce qui n'est pas grand-chose, finalement, il en a rendu un 10e, mais ça montre un peu quand même les dérapages continuels. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a toujours eu des collectionneurs d'art. Ça a même été un des objets de rivalité entre les princes européens depuis la Renaissance. On connaît cette rivalité entre François Ier, Charles Quint et d'autres souverains en Allemagne, en Autriche, etc. Mais je peux dire que depuis que j'ai commencé à faire des études d'histoire de l'art à 19 ans, j'ai pu voir une évolution absolument considérable dans l'esprit de ces conservateurs. Je me souviens d'avoir vu comment les conservateurs du Louvre conseillaient messieurs Schlageter et Kaufmann, qui ont donné au musée toutes leurs œuvres. Comment également aussi Louis-Antoine Prat, Noyer Prat, hein, c'est près de chez nous, sont des gens qui ont donné non seulement tous leurs dessins, qui ont l'intention de léguer tout cela, mais également ce sont Véronique Prat et Louis-Antoine, des gens qui ont des thèses d'histoire de l'art, qui ont aidé à faire des expositions, donc des gens à la fois compétents, travaillant main dans la main avec les conservateurs du Louvre. Et puis j'ai connu et côtoyé beaucoup Pierre Rosenberg, qui a légué toutes ses collections, qui sont considérables, pour créer un musée du XVIIe siècle à Saint-Cloud. Donc il y a encore des mécènes généreux qui ont le sens du service public, et tout ce que Pierre Rosenberg a pu comme ça accumuler grâce à ses compétences, et aussi au fait d'aller au marché aux puces à 6h du matin, d'aller aux douanes, etc. Donc un dévouement complet pour éviter toutes les exportations frauduleuses, etc. Eh bien la communauté en profite. Et tout ça, évidemment, maintenant disparaît devant ce qu'on a appelé les speculators, non plus les collectionneurs, qui en fait créent leur propre fondation comme outil majeur de défiscalisation. Donc des gens qui organisent des musées et qui bénéficient de dérogations au plan d'urbanisme, par exemple, Fondation LVMH, où on a donc fait une entorse au plan local d'urbanisme dans le bois de Boulogne, et qui font des fondations en choisissant ce qu'ils veulent comme architectes, et qui après vous disent, eh bien, dans 50 ans, la structure sera à la collectivité. Mais à ce moment-là, la structure, elle sera pratiquement obsolète, et il faudra tellement engager d'argent pour la restaurer que ce serait vraiment plutôt une charge qu'un atout. Voilà, donc ce sont eux qui organisent leurs propres expositions, donc qui choisissent leurs artistes, qui engagent des conservateurs, là encore les compétences du public au service du privé,
Et donc, quelquefois aussi, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'ils vont masquer des pratiques absolument criminelles par des fondations, des dons, etc. Vous avez certainement entendu parler de la famille Sackler. La famille Sackler avait un laboratoire, le laboratoire Purdue, qui donc fabriquait un antidouleur qu'on appelait l'Oxycontin. C'était quelque chose au départ qui était pour vraiment les soins palliatifs dans les cancers extrêmement avancés. Mais ils ont voulu gagner beaucoup plus d'argent et donc ils ont fait pression sur les médecins pour prescrire l'Oxycontin dans tous les cas, mais alors vraiment des cas, simplement vous arrachez une dent, vous conseillez ça, vous aviez mal au dos parce que vous conduisiez votre camion, etc. Ils ont créé des addictions considérables au point que, après cela, évidemment, comme ces médicaments étaient très, très onéreux, les gens qui étaient devenus complètement accros se sont repliés sur l'héroïne, que ça a relancé considérablement le trafic de l'héroïne. Et on a pu montrer qu'aux États-Unis, les 4/5 des drogués à l'héroïne étaient d'anciens patients traités à l'Oxycontin. Donc ça veut dire, en 2017, 72 000 morts par overdose à cause de cela, des drames et des frais considérables. Voilà, donc on se rend compte ce que ça représente. Alors, il y a eu une photographe, Nan Golding, qui a fait des happenings dans tous les musées qui avaient été financés par les Sackler, donc à Washington, à New York, à Londres, y compris au Louvre, pour dénoncer tout cela parce qu'elle-même a failli mourir en étant devenue addicte à ces médicaments. Voilà, donc vous voyez que ces prétendus mécènes sont des gens extrêmement dangereux qui, avec un entre-gens extraordinaire, arrivent à convaincre des municipalités de les aider. Je pense par exemple à François Pinault, qui a obtenu donc la concession de la Bourse de commerce de Paris, qui est quand même un monument historique assez extraordinaire avec sa rotonde, qui devient le plus grand musée en surface privée de France, et qui a à côté la colonne astronomique de Catherine de Médicis. Donc voilà, tout ça devient des choses qui sont associées au prestige de M. Pinault. Sans parler de ce qu'il a réussi à faire à Venise, où c'est toute la pointe en face du palais des Doges dont il a restauré mais qu'il a pu s'approprier, et un des plus beaux palais sur le Grand Canal, le Palazzo Grassi. Et ce qui est encore pire, je dirais, c'est quand des sociétés, des firmes comme Total Energy vont complètement avoir la main sur le monde de l'art. Alors, merci beaucoup à Greenpeace qui a dévoilé ça dans des vidéos qui sont absolument remarquables, qui ont fait des enquêtes, par exemple, sur la façon dont Total s'est associé au musée du Louvre pour une exposition sur les routes de l'Arabie pour nouer un partenariat avec Aramco, donc un énorme projet en Arabie Saoudite. Et puis, on a pu remarquer aussi, grâce à Greenpeace, comment l'agenda du musée du Quai Branly, c'est en fait de flatter les pays africains pour autoriser ensuite Total à prospecter pour du pétrole offshore ou pour du gaz en Afrique, par exemple Papouasie, Nouvelle-Guinée, etc. Donc je vous renvoie à ce travail magnifique qu'ils ont fait. Donc, on a vraiment de l'artwashing, on a de l'influencement pour ce qui est de la politique internationale, et c'est quelque chose qui est quand même absolument dangereux. Voilà, je vais simplement parler encore de ce cancer. Pour moi, je pèse les mots du mécénat d'entreprise. Donc, tout a commencé avec la loi Léotard en 1987. Qui s'est renforcée avec la loi Jack Lang de 90, créant le statut de fondation d'entreprise, et évidemment, consécration de tout cela par la loi Jean-Jacques Ayagon de 2003, une incitation fiscale qui est parmi les plus importantes au monde, 60% de défiscalisation quand on pratique donc ce fameux mécénat d'entreprise. Donc, à noter que Jean-Jacques Ayagon a été un des grands pionniers dans le domaine du pantouflage, puisqu'après avoir été donc ministre qui passait ses lois, il est devenu immédiatement après conseiller de la Fondation Pinault.
Et puis ensuite, il est repassé comme directeur du château de Versailles, ce qui lui a permis d'organiser des expositions où il mettait en valeur les œuvres d'art de la collection Pinault, et il faisait monter la cote qui a été multipliée par 5 des artistes présents dans la fondation Pinault. Donc vous voyez ce que ça représente. En 2020, le député insoumis Michel Larive évaluait le manque à gagner pour les finances publiques de cette défiscalisation du mécénat d'entreprise à près de 900 millions par an. Alors, ces mécènes donc d'entreprise ont depuis une quarantaine d'années une sorte de MEDEF appliquée à ce domaine qui est l'ADMICAL. L'ADMICAL est un lobby extrêmement puissant qui regroupe maintenant des milliers d'entreprises et qui a annuellement un forum. Il s'offre un grand forum dans un amphithéâtre du Collège de France. Je vous donne un mot du Forum 2019, introduit par François Debiès, qui a été président de la BNP et qui a été aussi président de la Fondation BNP Paribas, et curieusement auteur du Que sais-je sur le mécénat. Donc ne croyez pas que le Que sais-je soit neutre, c'est vraiment quelque chose, ça montre un peu l'invasion de tout cela. Alors, ce forum de 2019 a eu lieu juste après l'annonce par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, d'un projet timide de réduction de la déduction fiscale de 60 à 40%, au-delà de 2 millions d'euros quand même, hein, donc ça laissait une certaine marge. Et donc on a eu Serge Weinberg qui a aussitôt dit qu'il s'agissait d'une véritable approche schizophrène de la part de la puissance publique. Hein, voilà. Donc Serge Weinberg, le PDG de Sanofi, a dit que c'était une vision étroite et passéiste de l'État, que les mécènes d'entreprise avaient besoin de fluidité sociale et d'innovation, que c'était d'une très grande gravité de priver ces forces de leur liberté alors qu'elles faisaient preuve d'une culture du don et que bousculer la situation était un très grand danger. Hein, voilà. Donc, qui a renchéri évidemment le PDG de Vinci, Xavier Huillard, qui dit qu'en fait, ce qui est très important dans le mécénat de Vinci, c'est que ça nourrit la quête de sens de ces 220 000 collaborateurs. Hein, voilà, donc en fait, non seulement ils ont une grande générosité, mais en plus de ça, c'est une motivation dans ce nouveau management où il s'agit de faire des gens, non pas des salariés, mais des collaborateurs volontaires qui vont même pratiquer bénévolement le mécénat de compétences. Donc on a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, c'est timidement opposé à cela Jean-Michel Tobelem, qui est un enseignant universitaire en économie, qui a dit quand même que c'était assez extraordinaire cette prétention des entreprises à agir plus efficacement que l'État, et en même temps de demander le soutien de l'État. Et que donc de subventionner les dons paraissait quand même un petit peu contradictoire. Hein, voilà. Ensuite, il y a eu une intervention que je voulais quand même vous évoquer, celle d'un historien que j'admire beaucoup, Patrick Boucheron, qui dit qu'il n'y a jamais eu de gratuité dans le mécénat, que c'est un système de contre-don, que c'est un système de circuit d'échange, que c'est une forme de violence sociale, de pouvoir du marché, de donner, j'aime bien sa formule, donner à ce qui se voit, c'est une forme de publicité. La mise en beauté du pouvoir contribue à la mise en pouvoir. Donc voilà, c'est évidemment quelque chose d'assez intéressant. Je voudrais vous citer aussi une formule de Jean-Gabriel Freidet, qui est un plumitif stipendié par M. Bernard Arnault dans Challenge et dans Connaissance des Arts, et qui a fait une comparaison assez élogieuse. M. Arnault et M. Pinault seraient les nouveaux Médicis. Alors, c'est un peu dangereux, puisque, en fait, les Médicis utilisaient en partie le soft power de l'architecture, de l'art du mécénat, mais en fait, pour s'accaparer la République florentine, et avec quand même l'idée de noyauté et d'avoir, évidemment, tout cela qui servent, évidemment, leur fortune. Alors tout ça va de pair évidemment avec l'appauvrissement programmé du secteur public. Ça a commencé en 2002 avec encore une autre loi de Jean-Jacques Ayagon demandant aux musées de ne plus être des services publics mais des établissements autonomes et donc de fonctionner sur leurs fonds propres. Ce qui fait que, évidemment, ça entraîne une réduction drastique des subventions.
On leur demande de vivre des recettes de leur billetterie, d'où augmentation des prix d'entrée, ce qui est évidemment très, très social, de vivre de la vente des produits dérivés, d'où la multiplication des stands commerciaux dans les musées, d'où aussi, par exemple, cette curieuse situation au musée du Louvre, où il y a une transition absolument insensible. Quand vous rentrez, par exemple, par le Louvre, la pyramide inversée, où vous ne savez plus si vous êtes encore dans les boutiques ou si vous êtes déjà dans le musée, et inversement. Donc c'est quelque chose qui, évidemment, crée un brouillage complet. Et évidemment, ils sont incités à faire appel aux mécènes, ce qui fait qu'ils ont déjà de moins en moins de personnel, mais qu'ils sont obligés maintenant d'avoir des gens qui consacrent leur temps à soigner les attentes des mécènes. Donc il y a des spécialistes, des responsables du mécénat maintenant dans les musées. Alors que peut-on faire? Eh bien, il y a les outils fiscaux. C'est-à-dire d'avoir le courage justement de revenir sur ces cadeaux énormes, puisque en plus des 60%, il y a 25% de compensation, que maintenant ils appellent pudiquement des remerciements, qui est prise de parole publique, des réceptions VIP, la privatisation des musées pour des réceptions, etc. La deuxième chose, ça serait de revoir l'absence des droits de succession sur les œuvres d'art, de réviser la taxation sur les reventes des œuvres d'art, d'instaurer une taxe à l'exportation, de remettre des barrières aux intrusions et interférences privées, de se reposer et de sensibiliser les artistes à ce qu'avait fait quelqu'un comme Nan Goldin, dont je vous parlais, c'est-à-dire le name and shame, dénoncer et faire honte. C'est quelque chose qui marche déjà beaucoup mieux. Par exemple, les intrusions de Shell dans les comités des musées américains et anglais et de British Petroleum également ont été dénoncées. Ça reste à faire en France, mais ça commence. Et donc, on a déjà tout cela. Et puis, évidemment, saluer le travail courageux des associations de citoyens engagés et des ONG comme Greenpeace et comme Attac. Merci beaucoup.